Si on a invité le docteur Christian Boucaram à l'émission aujourd'hui, c'est pas seulement pour qu'il nous ravisse les oreilles avec la chanson de Leonard Cohen en début d'émission quand même. C'est parce que on voulait que vous nous expliquiez ce qui, dans votre cheminement, vous a amené à choisir de pratiquer ce qu'on appelle la médecine intégrative en matière de traitement du cancer. Pour les auditeurs, je rappelle que vous êtes radio-oncologue, vous pratiquez à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont ici à Montréal, et que cette fameuse médecine intégrative, ça intègre justement le côté social, psychosocial, psychologique du patient en plus de son côté physique. Donc, ça ouvre la porte à des approches complémentaires en santé. Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Et j'ai dit complémentaire parce que vous voulez pas que je dise alternatif, parce qu'il y a vraiment des préjugés par rapport à certaines... Quand on dit alternatif, les gens ils pensent qu'ils peuvent utiliser ça à la place des traitements. Oui. Alors que complémentaire, ça veut dire qu'on complémente les traitements avec ces traitements-là naturels, au fait, qui ont été prouvés scientifiquement. Pourquoi j'en suis arrivé là? C'est parce que j'ai réalisé que la majorité de mes patients utilisent des traitements non conventionnels. Puis les statistiques montrent que 80% des patients les utilisent, mais 50% les cachent, cachent l'utilisation de ces produits-là aux médecins. Parce qu'ils ont l'impression que le médecin va juger négativement le recours à des pratiques. Oui, peut-être, oui. En fait, il y a un bris au niveau de la relation thérapeutique entre les deux. L'autre chose qui se passe, c'est qu'il y en a beaucoup qui, devant une détresse existentielle, vont même laisser tomber les traitements et au fait, tomber dans les mains de charlatans, qui peuvent, au fait, leur soutirer beaucoup d'argent aussi. Il y a de plus en plus de preuves maintenant que le stress chronique, la détresse, nuit non seulement à la qualité de vie, mais aussi à la santé physique. Et donc, devant tous ces faits est né un nouveau mouvement qui est là depuis 12 ans maintenant, qui fait partie des plus grandes universités, dont Harvard, puis Memorial Sloan Kettering, MD Anderson. Puis, au fait, le but de ce mouvement-là, c'est d'adresser ces besoins-là, et donc de soigner non seulement la tumeur avec les traitements conventionnels, mais aussi de soigner la personne qui abrite la tumeur. Mais c'est pas ce que vous apprenez dans les facultés de médecine. Bon, vous avez choisi non pas la musique, mais la médecine. Vous auriez pu faire un ou l'autre. Vous avez choisi la médecine. Et en médecine, on vous a bien formé, comme radio-oncologue, à traiter la maladie, à regarder le cancer du point de vue du médecin. Il est arrivé quelque chose dans votre vie qui a fait que vous avez commencé à voir la maladie du point de vue du patient. Oui, c'est vrai. Au fait, un de mes bons amis a été atteint d'un cancer du cerveau, au fait, à un jeune âge. Et puis, oui, parce que vous êtes jeune. Oui, ça fait un bout de temps. Puis là, ça fait 10 ans que je pratique, là, mais c'est juste pendant que je faisais mes examens, en fait. Et puis, je l'ai accompagné là-dedans. Je me suis assis de l'autre côté, au fait, du bureau, du côté du patient. Donc, je me suis mis dans ses souliers à leur place, les patients. Puis j'ai compris un peu c'est quoi. Mon ami, il m'envoyait des questions par rapport à toutes sortes de thérapies qu'il trouvait sur Internet. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Et moi, personnellement, j'y croyais pas du tout, en fait. Je croyais pas du tout au traitement naturel. À aucune de ces thérapies-là? Non. J'avais une formation plutôt cartésienne, scientifique. Et là, je me suis mis vraiment à lire et à investiguer. Je me suis dit, au moins, je vais commencer à l'aiguiller pour ne pas qu'il tombe dans les pires? Oui, c'est ça, au fait. Peut-être l'essayer de l'aider, de l'orienter un peu. Et c'est comme ça que je me suis mis à lire plein de livres comme celui du docteur Servan-Schreiber, puis pour voir qu'est-ce que les gens peuvent faire. Et là, j'ai découvert plein de belles choses, là. J'ai découvert tout un univers. Des belles choses et des moins belles, parce que vous avez filtré entre ce qu'il y a, parce qu'il y a de tout. Là, vous étiez déjà formé, vous étiez arrivé aux examens comme médecin, donc capable de discerner ce qu'il y a de bon, le bon grain de livret parmi tout ce qui est disponible. C'est pas facile pour nous. Nous n'avons pas. C'est pas évident, en fait. C'est pas évident. C'est tellement complexe. Et il y a tellement d'informations sur Internet. Et les gens peuvent se faire influencer par leurs amis ou par des pressions sociales pour essayer toutes sortes de traitements, en fait. Par le désespoir. Dans le désespoir aussi. Mais il y a beaucoup de ces traitements-là qui fonctionnent, en fait. Il y a beaucoup de ces traitements-là qui peuvent aider la qualité de vie des gens. On parle de la massothérapie, on parle du yoga, on parle de la méditation, on parle de l'hypnose. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qu'on sait que ça fait, par exemple? En quoi est-ce que ça peut aider le patient? Est-ce que ça aide au traitement de la maladie ou simplement à la qualité de vie pendant la maladie? Ça aide principalement à la qualité de vie du patient. Ce qui est déjà un gros plus, quand même. Ce qui est énorme, au fait, parce que quand le cancer, il cogne un peu, il cogne toutes les sphères biologiques, psychologiques, sociales de l'individu. C'est un gros choc, des fois, hein. Donc, il faut absolument tenir compte de la qualité de vie des gens. Il faut adresser le soin de la personne. Et
Puis ça, en anglais, on appelle ça du healing, alors qu'on fait la distinction avec le curing, qui est vraiment aller traiter la tumeur avec des traitements conventionnels. Et ça, c'est une distinction qu'on a moins en français, parce qu'on dit guérir pour les deux. C'est peut-être pour ça qu'on est très méfiant. En effet. Au fait, il y a beaucoup de gens Le qui vont yoga ne réagir. guérit pas le cancer. Le yoga ne guérit pas le cancer, il soigne la personne. La méditation aussi, tout le monde parle de la méditation. Là, ces temps-ci, c'est comme la grande tendance. Il y a ça aussi, les effets de mode. J'imagine que les gens qui viennent vous voir testent parce qu'ils en ont entendu parler partout. Ben, c'est ça, c'est qu'il faut faire cette distinction-là entre ce qui est le traitement de la tumeur par les traitements conventionnels, puis d'incorporer des traitements complémentaires pour soigner la personne, puis créer justement ce healing-là au niveau. Puis ça améliore toutes sortes, au fait, ça améliore plein de paramètres. Ça améliore aussi l'immunité de soigner la personne. Ah, ça oui? améliore, oui, ça diminue l'inflammation. On peut changer des habitudes malsaines avec l'hypnose. Comme le tabagisme, les gens peuvent arrêter de fumer. Il y a toutes sortes d'avantages à incorporer d'autres thérapies. Les meilleures de ces thérapies complémentaires, dans votre trousse à vous, là, votre trousse de médecins qui maintenant inclut ces thérapies-là, c'est lesquelles? Moi, j'aime bien l'hypnose. Ah oui? Oui, mais au fait, il y a aussi la méditation de pleine conscience, il y a le yoga. J'aime pas nécessairement. Il y a pas une recette magique. Au fait, c'est vraiment l'individu qui va choisir ce qui lui plaît le plus. Les besoins des gens sont différents. Puis il y a des gens qui préfèrent le Qigong yoga parce qu'ils trouvent ça, tu sais, il y a des gens qui préfèrent l'exercice physique, ils veulent bouger plus. Il n'y a pas de recette miracle. C'est plus à la personne de décider qu'est-ce qui est mieux pour elle. Beaucoup de gens qui aiment ce qui a rapport au rire, entre autres, parce que ça doit faire un bien immense. Immense, ouais. Au fait, on a un atelier qui s'appelle Yoga du rire à l'hôpital, puis c'est un des ateliers les plus populaires. C'est drôle, moi, quand je pense à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Dr Boucaram, je pense pas à un atelier sur le yoga Non, du moi rire. non plus, pas du tout. C'est là où j'ai accouché d'ailleurs et c'est pas du tout ce qui me vient à l'esprit. Comment faites-vous pour marier et où avez-vous fait pour faire entrer le yoga du rire à l'hôpital? Ouais. Au fait, c'est avec mes collègues, on a un fonds qui s'appelle le Fonds Croire. C'est un fonds qui a été qu'on a fondé pour justement. On sait que le cancer bouleverse l'individu puis la famille sur tous les niveaux. Donc le Fonds Croire est là pour soutenir, pour améliorer la qualité de vie des patients puis de leur famille. Donc, des médecins comme vous qui croient en cette médecine intégrative. Absolument. Il y en a beaucoup ou il y a beaucoup de résistance? Oh, il y en a beaucoup plus que vous pensez. De plus en plus, hein, je pense. Oui, Ouais. absolument. Est-ce que c'est une question de génération chez les médecins? Peut-être, c'est une question de génération. Peut-être c'est aussi une question que les gens maintenant les ont essayés puis ils savent c'est quoi. Ils savent que le yoga, c'est pas nécessairement quelque chose d'ésotérique. Là, ça peut être quelque chose qui peut être très relaxant. Mais ça, aussi. c'est des choses qu'on voyait pas avant, de C'est toute façon. ça, exactement. Ouais. Je veux bien, mais il y a aussi beaucoup de critiques. Et je vous avais publié un livre, entre autres, qui parle des émotions, qui a été salué, qui a été très, très bien vendu, puis qui a essuyé aussi son lot de critiques. Vous réagissez comment quand les gens décortiquent ce que vous, par exemple, proposez au niveau des émotions, avec un esprit très, très critique, très confrontant? Les gens, tout le monde a droit à ses croyances. Je suis pas là nécessairement pour essayer de convaincre les gens de croire quelque chose de différent. De toute façon, les croyances, c'est extrêmement difficile à changer. Hein. Moi, je me base surtout sur les études scientifiques. Puis, je pense que c'est ça mon rôle aussi en tant que médecin, c'est de regarder, de suivre la littérature scientifique. Puis j'ai dû moi aussi changer mes croyances face à tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu. Donc, c'est un Et travail. quand vous parlez de croyance, c'est-à-dire votre point de vue par rapport à quelque chose? C'est parce que le lien entre le corps et l'esprit, déjà, il y a quelques années, le mot esprit, c'était tabou. Hein. Maintenant, le lien entre le corps et l'esprit est quelque chose de bien établi scientifiquement. Mais il y a un bémol à mettre là-dessus parce qu'au fait, il faut pas tomber dans l'extrémisme disant comme quoi la pensée simpliste disant comme quoi le mental crée le cancer. Oui, Tellement. on entend beaucoup On ça. n'en peut plus, ça, d'entendre Ouais. ça. Ouais, ou bien qu'on peut guérir du cancer avec la pensée La positive. pensée positive. Ou que, la pensée magique. Ouais. Non, il faut les traitements, là, tu sais. Mais, donc, le cancer, c'est pas une maladie psychosomatique. Puis le lien entre le corps et l'esprit est quand même un lien modéré. Il est existant, mais il est modéré. Faut Ça pas fait non plus- partie des facteurs du cancer qui soit peuvent le favoriser ou en fait l'aggraver ou l'aider à guérir un peu mieux. C'est Guérir important. étant C'est encore important. le mauvais verbe en français. Tu sais, c'est important de faire une distinction importante entre tu sais, le stress aigu là, que les gens vivent à tous les jours. C'est quelque chose de très, très bénéfique au corps. Ah oui? Oui, le Oui. stress. Bon, c'est tu sais que ça je suis en santé. Pas moi, Fait que tu sais, des gens comme moi-même, avant d'en devenir à l'entrevue, là, j'ai eu quand même tu sais, une petite phase de stress. Là, tu Un sais. petit peu oui. d'adrénaline, Avec le ouais, piano, ouais. ça paraissait pas du tout. Ça m'a détendu. Non, mais c'est ça qui nous, c'est ce qui nous met Ah oui. prêt à l'action et alerte, tout ça, mais ça crée aussi des dommages. Quand c'est là pendant des années, des stress chroniques, alors des stress qui sont là pendant des années, peuvent amener au fait une diminution du système immunitaire, peuvent amener une augmentation de l'inflammation.
et peuvent amener des changements au niveau des habitudes. Les gens fument plus, les gens ils dorment mal. Mange plus de chocolat. Ou les pretzels que vous avez apportés, Marie-Julie. Là, je suis en train de vendre Je la mange mèche. jamais ça en plus. D'accord. Et au fait, c'est maintenant relié avec toutes les maladies chroniques. Là. C'est pas un facteur causal. Là. Tu sais, c'est un lien indirect peut-être aussi. Là. On parle du lien entre le corps et l'esprit et on parle en même temps en ce moment là, de personnes qui sont atteintes d'un cancer et selon moi, il y a un thème qui nous permet peut-être de mieux saisir ce lien-là, c'est la douleur. Quand on a mal, ça touche nos émotions, ça touche notre vie affective, ça peut même toucher notre vie spirituelle, les gens qui éprouvent des douleurs aiguës de façon chronique. Donc la douleur, je pense que c'est une bonne façon de percevoir ces liens-là entre le corps et l'esprit. On a tous déjà vécu la douleur. Les personnes qui subissent, qui combattent un cancer, pour plusieurs d'entre elles, ont à être confrontées soit à la douleur ou la crainte de la douleur. Et ça, la crainte de la douleur aussi, ça nous permet de faire des liens entre le corps et l'esprit. Et je pense que la science travaille de plus en plus pour comprendre ça. C'est complexe. On comprend pas si bien le cancer et on comprend pas si bien la douleur. Attendez, on comprend pas si bien le cancer. On a un radio-oncologue ici avec nous. On est de plus en plus efficace pour le combattre, le cancer. On le comprend. Oui, absolument. Au fait, les traitements se sont améliorés. On a diminué les effets secondaires en faisant des traitements de plus en plus ciblés. Les gens vivent de plus en plus longtemps maintenant. Parce que quand vous envoyez des ondes, vous, là, des rayons sur vos patients, vous les envoyez de façon de plus en plus ciblée. Ça fait de moins en moins de dommages. On fait de la radiochirurgie maintenant, des traitements très, très précis. Donc, les gens vivent de plus en plus longtemps maintenant, mais ils vivent quand même avec une qualité de vie qui est altérée. Donc, la qualité de vie maintenant est un enjeu majeur. Et quand vous parlez des émotions et de Denis parlait de la douleur, chacun d'entre nous ici, on a une attitude différente face à la douleur, on va la ressentir différemment. On va l'exprimer différemment. On va l'exprimer différemment, puis elle va s'exprimer différemment en nous. Est-ce que c'est la même chose pour le cancer? Depuis toutes ces 10 années de pratique, avez-vous remarqué qu'un cancer n'équivaut pas à un autre? Tous les cancers sont différents, il n'y a pas aucun cancer qui est pareil. Là. Donc, faut arrêter de mettre tout ça dans le même panier, puis il faut arrêter de penser que parce que notre tante a eu le cancer il y a 30 ans, que c'est la même chose va arriver avec nous, puis les traitements, c'est tout différent, là, OK? C'est vraiment du cas par cas. Puis l'autre chose qu'on parlait par rapport à la douleur, là, maintenant, c'est clairement établi que le stress, la détresse augmente la sensation de douleur, au fait. Les gens, ils ressentent plus de douleur. Puis d'ailleurs, l'hypnose, ça fait depuis 1996 que le NIH, le National Institute of Health, encourage l'utilisation de l'hypnose parce qu'on diminue la douleur de 50%. Donc, important. Puis je pense que votre intérêt pour l'hypnose, Dr Christian Boucaram, il est venu d'un intérêt personnel. Il fallait que vous sauviez votre peau d'une certaine façon. C'est sûr, parce que, au fait, pour prendre soin des autres, il faut prendre soin de soi en premier. Puis ça, c'est quelque chose qui est maintenant très encouragé. Toutes les facultés maintenant offrent des programmes de bien-être maintenant pour les soignants. C'est comme dans l'avion, quand on nous dit que le masque d'oxygène va tomber, avant de le mettre à notre enfant, il faut le mettre à soi-même d'abord pour pouvoir le sauver, justement. Il faut être nous-mêmes aptes à le faire. J'adore cette métaphore. Absolument. Et là, vous êtes en train de sortir un programme. Oui, parce qu'en fait, maintenant, ça fait la une de tous les journaux. Hein. Santé des médecins, pensez à vous en premier. Donc, soignez-vous. Il faut dire que les taux de burn-out, entre autres, chez les radio-oncologues, ça frisait 40%. 40%. Vous aviez raison de vous en faire pour votre avenir et de vous intéresser à l'hypnose. Ouais. Je vous ai demandé en début d'entrevue ou au milieu d'entrevue quelles étaient les thérapies les plus populaires. Parmi ce qui est très populaire comme thérapie complémentaire, il y a le chant. Vous avez joué du piano tout à l'heure. Vous incitez les gens à faire partie d'une chorale. Il y a une chorale. Oui, il y a des méta-analyses qui ont montré au fait que la musique aide les gens à atteindre le cancer. Et une chorale qu'on a au fait, tous les mercredis à 18h30, on a des pratiques avec la chorale, croire, au fait. Les patients adorent ça. Moi aussi, je vais chanter avec eux, puis j'adore ça, là. Le karaoké, ça marche-tu pareil? Je sais pas, mais si vous allez au spectacle de la chorale, on vous demande de pas faire de karaoké, par exemple. Parce que ces gens-là sont en train de répéter pour un spectacle qui va se passer au mois de mai. Le 24 avril, au fait, à la Maison de culture de Rosemont. Mais là, c'est loin. Quelqu'un qui vit avec le cancer a peut-être des appréhensions à voir venir le temps si loin que ça. Est-ce que ça fait un peu partie de la thérapie du chant et de la musique? Oui, parce que des fois, c'est bien aussi d'avoir quelque chose, un but, c'est ça. Quand je regarde, puis c'est tellement important des buts, je regarde, mais par exemple, des patients, j'ai une clinique de soins de fin de vie, puis la majorité des patients, ils vont rester vivants jusqu'à un moment très important pour eux, comme la naissance d'un enfant, leur anniversaire. Ils vont mourir plutôt après qu'avant. Donc, c'est très important. Ça, c'est vrai, c'est documenté. Les gens tiennent jusqu'à cet événement-là, puis ensuite, il y a un laisser-aller, on accepte la mort. Oui, c'est ça. Donc,
c'est bien d'avoir des aspirations, quelque chose dans le futur, d'avoir des buts, quelque chose qui nous fait rêver. Est-ce que le groupe est important aussi? On parle d'une chorale, on parle pas de chant individuel. Est-ce On que parle l'aspect d'une du chorale, groupe, oui. l'entourage... Au fait, n'importe qui qui est atteint d'un cancer puis qui aimerait joindre la chorale, il pourrait joindre la chorale. Vous avez juste besoin de m'écrire un email, puis je vais vous mettre en contact avec... Pas besoin d'être traité à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont Non, pour faire partie de ça, donc pour subir, pour connaître un peu les bienfaits. Ça fait beaucoup de bien de se retrouver en groupe puis de chanter. Et se retrouver en groupe, ça se passe de moins en moins. Vous l'avez remarqué, et c'est culturel. On a dit de votre médecine que c'était aussi de l'ethnomédecine parce que vous incluez les facteurs culturels. Ici, C'est intéressant, ça. on apprend qu'on a le cancer de façon assez solitaire, on le vit de façon assez solitaire et souvent on meurt de façon solitaire. Et ça, c'est loin d'aider, ça peut nuire. Oui, l'isolation sociale, c'est un facteur, au fait, qui aggrave la survie même. Ça a été prouvé dans des études, là. Et que, au fait, le soutien de groupe, les thérapies de groupe, le fait de se sentir bien entouré, c'est quelque chose d'élémentaire. En même temps, quand tu regardes toute la culture orientale, c'est quelque chose... Quand il y a quelqu'un à l'hôpital, tout le monde, toute la famille est là pour le soutenir. C'est vrai qu'ici, on a tendance souvent à être un peu plus isolé. Mais c'est le patient aussi qui fait un peu ça, hein? Le patient qui veut surtout pas être un poids pour les autres. Puis, Oui, c'est vrai. Puis, il y a aussi c'est encore plus complexe que ça, je vous dirais, parce que des fois, la famille, ils ont une malcompréhension de c'est quoi le cancer. Ils pensent que c'est une maladie génétique, puis ils pensent qu'eux vont avoir le cancer. Alors, eux aussi vivent un deuil à ce moment-là, puis peuvent être encore moins là présents. Alors qu'on sait maintenant avec l'épidégénétique, mais là, on n'a pas le temps d'y aller, que notre histoire à nous aussi, ça influence nos gènes et qu'on sait pas, on n'est pas préprogrammé par notre ADN à avoir ou pas le cancer. Christian Boucaram, est-ce que vous avez le temps de rester un peu avec nous? Parce qu'il sera encore question de cancer tout à l'heure et d'exercice physique. OK. Alors, restez autour de la table. Merci. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes radio-oncologue à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont et que c'est à vous qu'on écrit pour des gens qui souffrent du cancer et qui ont envie de faire partie de cette chorale pour un spectacle le 24 avril prochain. Merci. Merci. Pour consulter notre site Web et nous trouver sur les réseaux sociaux, rendez-vous à ici.radio-canada.ca/les éclaireurs.